Aujourd'hui, donc, on va voir le premier cours d'algorithmique du L3. Et le but de ce cours, c'est de vous familiariser, de vous initier avec la complexité. D'accord? Et donc, on va voir ensemble ce qu'est la complexité et comment l'évaluer et la mesurer. Voilà. Alors, on va commencer par une recette de cuisine, d'accord, que je recommande fortement, donc une mousse au chocolat vegan. Donc, est-ce que quelqu'un ici n'a jamais cuisiné? Voilà, vous avez tous déjà cuisiné au moins une fois dans votre vie. Quand vous avez cuisiné, vous avez suivi des instructions étape par étape et dans un certain ordre. Hein, l'ordre des étapes a une importance, parce que si vous commencez à battre les œufs alors que vous ne les avez pas cassés, bah, votre plat, enfin votre dessert, il va être un peu tout pourri. On est d'accord. Donc, une recette de cuisine, qu'est-ce que c'est? C'est des instructions élémentaires que vous devez réaliser les unes à la suite des autres et dans un certain ordre. En entrée, qu'est-ce que vous avez? On vous donne toujours la liste des ingrédients, c'est-à-dire la liste des produits que vous devez avoir, sinon vous ne pourrez pas réaliser la recette. Et en sortie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un merveilleux dessert. Eh bien ça, une recette, c'est un algorithme. C'est une suite d'instructions que vous devez réaliser. D'accord? Donc il n'y a pas de problème de savoir ce que c'est qu'un algorithme, c'est une suite d'instructions que vous devez respecter. Ok? Alors je vous invite à faire cette recette, elle est très bonne, surtout que les œufs ont été remplacés par du jus de pois chiche, et en fait c'est étonnant, mais c'est très bon. Voilà, donc je ne suis pas vegan, hein, mais vous pouvez essayer, c'est très bon. Voilà. Donc, plus formellement, un algorithme, c'est une procédure donc, de calcul bien définie qui prend en entrée une valeur, d'accord, et qui, en sortie, produit un résultat. Voilà. Alors, il faut faire très attention. Il y a une grosse différence entre l'algorithme et l'implémentation de l'algorithme. L'implémentation, c'est la réalisation d'un algorithme dans un langage de programmation particulier, en C, en Python, et suivant le langage, l'algorithme, vous ne pourrez pas l'implémenter exactement de la même manière. Il y aura toujours des différences. Et même lorsque vous êtes sur un même langage de programmation, eh bien, un même algorithme que vous allez pouvoir implémenter pourra avoir plusieurs réalisations différentes. Donc là, je vous donne deux exemples de code qui sont le tri à bulles, hein, c'est à chaque fois le même algorithme, c'est-à-dire qu'on va parcourir un certain nombre de fois un tableau, et à chaque fois qu'on va regarder une case, si la case contient une valeur qui est plus grande que la valeur suivante, présente dans la case suivante, pardon, on va échanger les valeurs des deux cases. D'accord? Et on réalise ça un certain nombre de fois, suffisamment important, pour que le tableau, à la fin, soit totalement trié par ordre croissant. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui n'est pas très compliqué. Mais si vous regardez les deux réalisations, il y a une différence subtile. Lorsque je vais échanger les variables, c'est-à-dire dans les lignes 8, 9, 10 et dans les lignes 21, 22, 23, eh bien, je ne vais pas réaliser les opérations dans le même sens. Dans la première, je vais mettre la case qu'on est en train de considérer dans ma variable temporaire. Ensuite, cette case, je l'ai déjà recopiée, donc je vais pouvoir mettre la case qui la suit. Dans la case qui la suit, je peux mettre la valeur qui est contenue dans ma variable temporaire. D'accord? Et dans la deuxième réalisation, j'ai fait dans l'autre sens. J'ai d'abord enregistré la case d'après, d'accord? Et ensuite, j'ai mis la valeur de la case courante, et ensuite, j'ai mis la valeur de la case de la valeur temporaire. Donc vous voyez que j'ai échangé dans un sens, et ensuite j'ai échangé dans l'autre sens. Mais finalement, à chaque fois, j'ai échangé le contenu des deux cases du tableau. Donc l'algorithme est le même. Par contre, ce n'est pas la même réalisation, parce qu'à un moment donné, quand on va exécuter ces deux fonctions-là, eh bien, la succession des valeurs de la variable TMP
sera toujours différente d'une version à l'autre. Après la première boucle, après un échange ici, quelle est la valeur de TMP? C'est la valeur qui était présente initialement dans la case J, alors que quand on exécute cette version-là, la valeur TMP contient la valeur qui était présente dans la case J plus 1. Donc vous voyez que la suite des états de la variable sera différente d'une version à l'autre. Pour autant, c'est le même algorithme. Et alors là, on touche à un point de définition qui est assez complexe, qui est à partir de quel moment, quelles sont les modifications qu'on a le droit d'apporter à un algorithme pour que ça reste cet algorithme et que ce ne soit pas un autre algorithme. On verra ensemble un certain nombre d'algorithmes de tri qui ont tous le même objectif, trier un tableau d'entiers, et pour autant, ce seront des algorithmes différents. Alors, à quel moment on va pouvoir dire « Ah non, c'est plus le même algorithme ». Bon, là, c'est une question qui est un peu subtile et qui n'a pas forcément de réponse. D'accord? C'est du sens commun, on va dire. Alors, c'est pas très scientifique, je suis désolé. Par exemple, pour Fibonacci, si on reprend cette superbe suite, on peut implémenter la suite de Fibonacci de manière itérative ou de manière récursive. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui ont un ordinateur, moi, je vous invite à essayer d'implémenter vite fait la version récursive de Fibonacci. D'accord? Donc, c'est très rapide. Moi, je vais essayer aussi en même temps. Vous allez voir. Attendez. New project. Voilà. Donc, Fibonacci en récursif, int Fibo, int n, ça fait longtemps que vous avez codé. Voilà. Alors, si n est inférieur à 2, return n, sinon return Fibo de n-1, tac, plus Fibo de n-2. OK. Fibo de %d égale %d. Et donc là, on va mettre 5 et Fibo de 5. Bon, si je ne me suis pas trompé, ça devrait afficher le résultat. Voilà, donc Fibo de 5, ça vaut 5. Si on teste avec 6, allez, 7, on a Fibo de 7, ça vaut 13. Tout va bien. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc, parce que vous avez vu là, Fibo de 7, le résultat est instantané. On ne voit même pas le temps d'exécution. Je vais mettre une variable, et on va calculer les différentes valeurs de Fibonacci successivement. D'accord? Donc pour i qui vaut 1, tant que i est inférieur à, allez, 45, inférieur ou égal à 45, et donc là, on va afficher Fibo de i égale, et puis la valeur. Et puis à chaque fois, on va sauter une ligne, tout va bien. Alors, vous avez vu au départ, les premières valeurs de Fibonacci, elles se sont calculées instantanément. Et là, pour chaque valeur qu'on calcule, ça ralentit. Ça ralentit de plus en plus. Alors, ce phénomène, on l'avait déjà vu en L2, c'est normal, c'est juste que, comme on appelle Fibonacci récursivement, on va répéter des calculs similaires. Fibo de 2, on va le calculer un grand nombre de fois.
Voilà. Donc plus on calcule une valeur élevée de Fibonacci, plus on aura un nombre d'appels qui sera important. Alors que si on avait fait une version itérative, ben on calcule Fibo de 1, puis Fibo de 2, et puis après, on va calculer Fibo de 3 grâce aux deux valeurs précédentes. Et là, si on fait cette implémentation-là, ça sera instantané. Alors, si on revient sur... voilà. Cette version-là, donc itérative que je vous redonne, vous pourrez la tester chez vous. Vous verrez, elle est instantanée, elle s'exécute. Enfin, on a l'impression que le paramètre n, qui est la valeur du terme qu'on souhaite calculer, on a l'impression que ça n'a pas d'impact sur le temps d'exécution de la fonction. Et je dis bien on a l'impression parce que ça on a, mais les machines sont tellement puissantes que sur les valeurs qu'on va tester, on ne se rend pas compte de l'impact de la valeur de n. Et par contre là, comme vous avez pu constater, c'est de plus en plus lent. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est pour observer l'évolution du temps de calcul, chaque fois qu'on réalise un appel à la fonction Fibo récursive, j'ai augmenté une variable globale de 1. Et comme ça, on va voir combien il y a d'appels récursifs, finalement, qui sont réalisés. Alors, il y a des formules pour ça, mais moi, j'ai utilisé les méthodes du feignant, c'est-à-dire je sais coder, donc je code, j'ajoute ça, et puis on voit. Et puis, une fois que j'ai eu ces temps d'exécution, j'ai tracé une droite. Voilà la droite qu'on obtient. Et donc, cette droite-là, enfin cette courbe, pardon, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle vous donne une information capitale. Si on regarde les premiers termes de Fibo, on voit très clairement que ça se calcule très rapidement. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mécanisme, un truc. Vous voyez ici, à partir de 35, vous voyez la vitesse d'augmentation? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de loi exponentielle. Alors, vous devriez connaître ce terme-là parce que c'est tout à fait d'actualité quand on parle des contaminations du Covid, par exemple. Et ça, c'est très important parce que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oui, mais non, mais là, ça va, il n'y a personne dans les hôpitaux. » Parce qu'on est là. Et puis dans 1 ou 2 semaines, ou peut-être 3 semaines, ou 1 mois, on sera là. Tout va bien. Et quelques semaines après, on sera là, tout va bien. Mais par contre, en 2 semaines, ça fait ça. Et si ça, c'est pas anticipé, on est mal. Vous avez vu l'an dernier ce que ça donne. C'est une loi exponentielle. D'accord? Donc quand vous vous retrouvez face à ce genre de courbe, là, il y a un gros problème, parce que comme le temps de calcul augmente extrêmement rapidement à partir d'un certain niveau, ça veut dire qu'il y a assez peu de chances que votre ordinateur soit capable de calculer des valeurs importantes. Et même si vous dites, vous montez un projet financé avec plein d'entreprises, d'universités, vous avez un ordinateur qui est 1000 fois plus rapide. D'accord, mais comme la courbe, elle augmente encore plus rapidement que ça, vous serez capable de calculer quelques termes supplémentaires, mais pas énormément en fait. D'accord? Alors, donc c'est l'objet du cours, c'est de vous sensibiliser à cette notion de temps de calcul. Alors, on est face à une fonction, d'accord? Et on souhaite évaluer l'efficacité de cette fonction. Comment on fait? Alors, on va évaluer quoi? Le temps de développement? Parce que ça, d'un point de vue étudiant, c'est un vrai critère d'évaluation. On va minimiser le temps de développement parce que on a beaucoup de matière à réviser et puis qu'on n'a pas que ça à faire et plus vite c'est fait, mieux c'est fait. Voilà. Ça pourrait être le temps d'exécution. On souhaite un temps d'exécution le plus court possible. Ou alors, quelle est la quantité de mémoire utilisée?
on souhaite minimiser la quantité de mémoire qui va être utilisée par notre fonction. Ça aussi, c'est un critère d'évaluation. Ou alors la facilité de lecture. Alors, est-ce que vous avez une idée du critère qui va nous intéresser? Le temps de développement. Concrètement, ça correspond au temps de travail du développeur. On est d'accord. Moi, je suis client. J'achète un logiciel. Je n'en ai strictement rien à faire qu'un développeur ait passé une semaine ou une heure sur une fonction. Alors, le développeur, lui, il n'en a pas rien à faire. On est d'accord. Mais à la fin, il vend son logiciel. Et il ne vend pas. Regardez ce logiciel, on le vend tant parce que cette fonction-là, j'ai mis 2 jours. D'accord? Le prix du logiciel, il peut être proportionnel au temps global de développement du projet. Ça, je ne dis pas. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'une fonction a été plus rapide à développer qu'elle est meilleure. Alors, le temps d'exécution, du coup. Donc, le temps d'exécution, c'est le temps qui est nécessaire pour obtenir un résultat. Donc, ça dépend de l'algorithme, parce que vous avez vu, ma fonction Fibonacci récursive, c'était nul, finalement. De la qualité de l'implémentation. Alors, pour ceux qui ont eu Laurent Pierre l'an dernier, vous avez vu que lui, il était capable d'optimiser un code de manière assez importante. Donc, la qualité de son implémentation était bien meilleure que la mienne, par exemple. Et puis, ensuite, ça dépend aussi de la machine utilisée. C'est sûr que si vous avez un vieil ordinateur portable que vous avez récupéré d'occasion, ou si vous avez un supercalculateur, le temps d'exécution ne sera pas le même. Et je suis sûr même que si on prend la même fonction, par exemple Fibonacci, que je vous la fais lancer sur vos machines à vous, on aura une quarantaine de résultats différents. Parce que chacun a un ordinateur différent, avec des logiciels qui tournent, etc. Et donc, vous comprenez que si on a plusieurs méthodes qui implémentent la suite de Fibonacci, comment on est capable de connaître la meilleure si on ne l'évalue pas de manière honnête et fair-play, en fait, j'ai envie de vous dire. Alors ensuite, donc, il y a le point 3, où là, c'est la quantité de mémoire utilisée. Alors, là, c'est un point qui est un peu délicat. La mémoire ou l'ensemble des ressources d'un point de vue général. Il se trouve que la mémoire, c'est une ressource qui est extrêmement limitée sur les ordinateurs. D'accord? On a quelques gigas, quelques téraoctets de mémoire. Mais généralement, il faut bien comprendre que les algorithmes font un compromis entre quantité d'utilisation de mémoire et temps d'exécution. Ce n'est pas toujours vrai, ce que je vous dis, mais globalement, si un algorithme utilise trop de mémoire pour la machine, on va être capable de découper, de diminuer la quantité de mémoire utilisée, mais par contre, on va augmenter le temps d'exécution de la méthode. Donc, comme les ressources de mémoire, c'est très critique, généralement, on ne va pas se concentrer sur cet aspect-là des choses. Et alors enfin, il y a la facilité de lecture. Alors la facilité de lecture d'un code, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, parce que c'est lié au temps de développement finalement. Si vous écrivez un code qui est facile à lire, donc par exemple, reprenons Fibonacci, si on prend les 2 versions que je vous ai proposées, la version récursive et la version itérative, la version récursive, on voit tout de suite que c'est la suite de Fibonacci. La version itérative, on le voit rapidement, bien sûr, mais vous êtes obligé de vous concentrer un petit peu. Si on ne vous dit pas que c'est la suite de Fibonacci, vous êtes obligé de dire « Ah, là, il se passe ça, il se passe ci. Ah, ben, c'est la suite de Fibonacci. » Mais vous aurez un petit effort intellectuel supplémentaire. Ce truc-là, si vous le mettez à l'échelle des projets actuels, dans les boîtes de développement, où il y a des centaines de développeurs, où il y a plusieurs projets en parallèle, etc., etc., très vite, vous allez rencontrer des problèmes. Mais cette facilité de lecture, elle est liée en fait au travail collaboratif des développeurs et à la gestion de projet. Donc finalement, pour savoir quelle est la meilleure méthode,
la facilité de lecture ne nous intéresse pas. En particulier, je reprends un exemple de Laurent Pierre, donc c'est un enseignant qui était ici l'an dernier. Il avait écrit un algorithme de tri où, très honnêtement, moi, je ne comprenais rien. Et je ne comprenais pas pourquoi son algorithme fonctionnait. Mais par contre, il avait une patate. Et donc vraiment, je n'ai pas évalué les performances de son algorithme par rapport aux autres algorithmes. Mais très clairement, il avait un code qui était affreux à lire, mais qui était extrêmement rapide. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, qu'est-ce qu'on va essayer d'optimiser? Et bien finalement, ça va être le temps d'exécution. D'accord? Parce que les critères qui sont liés au développement, ce n'est pas notre problème. La consommation des ressources, si un développeur souhaite vendre son logiciel, ou le diffuser, même sans le vendre, mais au moins le diffuser, il faut qu'il ait une consommation raisonnable des ressources. Et donc finalement, ce qui nous reste, c'est le temps d'exécution. Donc nous, on va s'intéresser au temps d'exécution. Donc si on compare plusieurs méthodes pour Fibonacci, ma version récursive, elle est mauvaise, parce qu'elle a un temps d'exécution qui va être exponentiel en la valeur du paramètre n. Alors, les nombres triangulés, ils se définissent de la manière suivante. Le premier vaut 1, et puis on lui ajoute 2. On arrive sur 3, c'est le deuxième nombre triangulé. Partant de ce nombre triangulé, on va lui rajouter 3. Et puis pour le suivant, on rajoute 4. Et puis 5, et puis 6, et puis 7, et puis 8, et ainsi de suite. Donc, la liste des nombres triangulés, c'est 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Vous voyez, c'est assez facile à obtenir. Et ce qui est intéressant, c'est ensuite de chercher les diviseurs de ces nombres triangulés. Et je dis bien les diviseurs, pas forcément les facteurs premiers. Vraiment, je veux la liste de tous les diviseurs des nombres triangulés. Et plus précisément, je veux le premier nombre triangulé qui possède plus de 500 diviseurs. C'est un très bon exercice de programmation. Et alors cet exercice-là, je l'ai trouvé sur le projet Euler. Donc si jamais vous êtes intéressé par des problèmes de programmation qui vous mettent un peu au défi, vous tapez Project Euler dans Google, vous arrivez sur un site et il y a des centaines et des centaines d'exercices comme ça qui sont tous liés aux mathématiques et au temps de calcul nécessaire. Et généralement, ces exercices-là, si vous ne réfléchissez pas, vous allez pouvoir trouver une solution en brute force qui va mettre un certain temps de calcul, tandis que si vous réfléchissez un petit peu, eh bien là, vous allez trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Et là, c'est typiquement le cas avec quelqu'un qui m'a parlé. Alors, sur le projet Euler, il y a effectivement des solutions. Le problème, en fait, si vous voulez, vous utilisez le langage de programmation que vous voulez, et ils ont une zone de réponse. Ils ont juste une petite zone de réponse, et vous mettez la réponse. Et si ce n'est pas la bonne, ils vous disent « non, ça ne va pas ». Donc, en fait, ils ne vous donnent pas la réponse, mais ils vous disent si vous avez la bonne réponse. Ce qui est quand même plus sympa, parce que sinon, on s'en fiche. Voilà. Bon, première approche. On va énumérer tous les nombres triangulés un par un. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on veut compter le nombre de diviseurs qu'ils ont, on doit connaître le nombre. Donc, on doit passer en revue tous les nombres triangulés. D'accord? Donc, on va faire une boucle. Au départ, on part de 1, et puis on augmente de 2, puis de 3, puis de 4, puis de 5, puis de 6. Donc, la valeur de notre variable de boucle
c'est ce qu'on va ajouter au nombre triangulé courant pour passer au nombre triangulé suivant. Ça, c'est pas compliqué. Ensuite, étant donné un nombre triangulé, on va énumérer la liste des diviseurs. Donc, on va partir au départ 1. Ah bah oui, 1, ça divise le nombre. Ensuite 2, est-ce que ça divise le nombre? Ensuite 3, et 4, et 5, et 6. Donc, on va faire une boucle qui va partir de 1 et qui va aller jusqu'au nombre triangulé lui-même, parce qu'il se divise lui-même, forcément, inclus. Et chaque fois qu'on rencontre un diviseur, on augmente le nombre de diviseurs de 1. Ça vous donne un code comme ça. Donc, bon, je l'ai appelé brute force, mais parce que c'est pas du tout intelligent. Tant que on n'a pas trouvé 500 diviseurs, je prends mon nombre triangulé et je compte le nombre des diviseurs. D'accord? Ce nombre, je le mets dans ma variable et je teste. Si jamais c'est un nombre plus grand de diviseurs que ce qu'on a rencontré jusqu'à présent, je l'affiche. D'accord? Comme ça, on va avoir une sorte de petite progression dans notre programme, c'est un peu sympa. Voilà. Et puis, une fois qu'on a le nombre de diviseurs, eh bien, j'augmente mon nombre triangulé, d'accord? Je lui ajoute la valeur i, qui a augmenté de 1 ensuite. Donc, une première fois, j'augmente de 2, puis de 3, puis de 4, puis de 5. Donc, on énumère bien tous les nombres triangulés, et à chaque fois, on appelle la fonction qui compte le nombre de diviseurs de ce nombre. Comment je compte le nombre de diviseurs? Là, pour le coup, on n'est pas dans les facteurs premiers. Donc, je fais juste une boucle, j'ai utilisé une fonction toute bête, une première boucle qui part de 1 jusqu'à n inclus, et si jamais i divise n, alors j'augmente nb de 1. Et à la fin, je retourne nb, le nombre de diviseurs. D'accord? Alors ça, c'est évidemment le premier truc que tout le monde essaye quand on essaye de répondre à cet exercice-là. Alors, mon ordinateur, c'est un ordinateur qui est fait pour le calcul scientifique. Donc, j'ai 64 Go de RAM, j'ai je ne sais pas combien de pros, enfin bon, bref, j'ai une bête de concours. Et au bout d'un quart d'heure, voyant que je ne trouvais pas le résultat, j'en ai eu un peu marre et j'ai arrêté. D'accord? Voilà. Donc, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer le temps d'exécution. Parce que là, je vous dis, j'ai arrêté au bout d'un quart d'heure. Rien ne dit que je n'aurais pas trouvé la solution 30 secondes plus tard. Mais ça se trouve, je l'aurais trouvé 2 ans plus tard aussi. On ne sait pas. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le temps de calcul? Bon, alors, on va aller à l'endroit où il y a le plus d'opérations qui sont réalisées. C'est logique. Et on va essayer de minimiser, de diminuer le nombre de ces opérations. Alors, l'endroit où il y a le plus d'opérations, eh bien, en fait, c'est dans la fonction nb diviseur. Parce que quand on a un nombre, on va tester chacune des valeurs possibles. Donc, pour 1, on n'a que 1 comme valeur, comme diviseur potentiel. Donc, notre boucle s'exécute une fois. Mais pour 1000, l'entier 1000, on va tester, est-ce que 1 ça divise, est-ce que 2 ça divise, est-ce que 3 ça divise, est-ce que 4 ça divise? Donc, on aura 1000 valeurs différentes. Alors, si c'est un très grand nombre, avec plusieurs millions, qui vaut plusieurs millions, eh ben, on va faire des millions d'opérations. Alors, on se pose une question, c'est de savoir comment diminuer le nombre de tests. Et il y a une réponse qui est un peu toute bête, mais en même temps astucieuse, c'est quand vous avez un diviseur. Par exemple,
l'entier 5, est-ce que 1 divise 5? Oui, bien sûr. Donc on a un diviseur. Mais en fait, quand on va diviser 5, on a 1 fois quelque chose qui vaut 5. Et ce quelque chose, il sera lui-même un diviseur de 5. Ah ben, plutôt que de tester tous les diviseurs un par un, et ben quand on a un diviseur, on sait qu'en fait on en a deux. Et comme on a deux diviseurs, ben, il y a un moment où on va pouvoir s'arrêter. Et à quel moment on peut s'arrêter? Eh ben, on va aller jusqu'à racine de notre nombre. On va utiliser ce principe-là. Si on a un nombre A qui divise un nombre NB, c'est nécessairement que c'est A fois B qui vaut NB. Donc on a deux diviseurs à chaque fois. Et quel est le plus grand diviseur possible d'un nombre? C'est sa racine carrée. Vu que c'est sa racine carrée, ce diviseur-là fois lui-même, c'est égal au nombre. Si on avait un diviseur plus grand, c'est qu'on l'aurait déjà rencontré au préalable. Par exemple, quand on a testé est-ce que 1 ça divise 5, c'est 1 fois 5. Mais 5 est plus grand que la racine carrée. Vous comprenez que, du coup, on n'a plus besoin de tester toutes les valeurs pour un diviseur. On va tester les valeurs jusqu'à la racine carrée du nombre. Et chaque fois qu'on trouve un diviseur, on augmente de 2 le nombre de diviseurs. D'accord? Ça nous donne donc une fonction comme ça. Même pas besoin de puissance, quoi que ce soit. Hein. I fois I inférieur ou égal à N. Eh bien là, le temps d'exécution va être légèrement amélioré. 2 secondes et demie pour trouver le résultat. Tout à l'heure, j'avais arrêté au bout d'un quart d'heure. Donc ma nouvelle version est bien meilleure que l'autre. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va essayer d'évaluer à quel point on est meilleur. Alors, la nouvelle fonction, elle a fait 54 145 952 divisions. Et l'autre, eh ben, j'ai fait la somme. Hein. J'ai compté combien ça ferait, et ça nous ferait 316 milliards 5 702 376 divisions, la première version. Grosso modo, on a divisé par 5836 le nombre de tests qu'on va réaliser. Autrement dit, on pourrait supposer, à peu de choses près, que le temps d'exécution de ma première version aurait été 5836 fois plus important que ma deuxième version. Bah, du coup, ça aurait fait 4 heures de temps de calcul. Alors, je vois qu'on me pose une question. Alors oui, peut-être qu'on va... alors, il y a Maxime qui me demande si, du coup, quand on arrive à racine carrée de n, est-ce qu'on va le compter 2 fois comme diviseur? Alors oui, c'est vrai, mais ça veut dire que tu n'augmentes le nombre de tes diviseurs que de 1 de manière arbitraire. Et ça, c'est uniquement si la racine carrée est un entier. Voilà, donc du coup, à 1 près, on est bon, d'accord? Et comme de toute manière, le résultat qu'on a obtenu, c'est... attends, je remets l'écran. C'est 576 diviseurs. Ah, du coup, on est bon. D'accord? Et d'ailleurs, tu regardes, il n'y a pas que pour ça, il y a la valeur 1 où je le compte 2 fois aussi. Parce que c'est exactement le cas que tu montrais. C'est-à-dire que 1, c'est sa propre racine carrée, et donc je l'ai compté 2 fois. Donc il y avait un bug pour 1. Voilà.
Bon, mais mis à part ce petit défaut, effectivement, sur les temps de calcul, on est quand même sur un ordre de grandeur comme ça. Voilà, donc vous voyez là, le but de ces deux petits exercices, c'était de vous persuader, vous convaincre qu'une petite réflexion, pas grand-chose en fait, permet d'améliorer grandement le temps d'exécution d'un algorithme, enfin d'une fonction. Alors, ok, mais là, l'exercice sur les nombres triangulés, je me suis rendu compte du problème parce que j'ai galéré pour trouver la solution. Et que j'ai dû trouver une solution qui faisait moins de division. Mais si mon ordinateur avait été 10 000 fois plus puissant, eh ben, il aurait trouvé une solution très rapidement, en une seconde. Et donc je ne me serais pas rendu compte de la difficulté de trouver le premier nombre triangulé qui possède plus de 500 diviseurs. Alors la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si une méthode est efficace ou pas. Alors, comparer du temps d'exécution, c'est exactement ce que je vous disais, c'est pas forcément une bonne solution. C'est pas parce qu'on a trouvé un exemple qui prend tant de temps que la méthode va toujours prendre ce temps-là. Par exemple, on pourrait avoir un algorithme qui prend une permutation aléatoire de toutes les cases d'un tableau et qui continue tant que le tableau n'est pas trié. On est d'accord qu'il peut trouver un tableau trié du premier coup. Il y a une chance sur au moins beaucoup, n factoriel exactement, que le tableau soit trié, si toutes les valeurs sont distinctes. Mais cette chance, elle existe. Donc sur un exemple, on pourrait dire que cette méthode, elle est extrêmement efficace. Maintenant, si vous avez une centaine de cases dans votre tableau, vous pouvez y aller, je suis serein, vous ne trouverez jamais un tableau trié grâce à cette méthode-là. Donc, scientifiquement, vous ne pouvez pas lancer une exécution et dire « regardez, c'est meilleur ». C'est bon, c'est un bon algo. Ensuite, il y a une autre raison qui est plus pratique, c'est que quand on exécute un code sur une machine, généralement, il y a beaucoup d'autres codes qui tournent en même temps. Un exemple concret, au début de l'été, j'ai un de mes thésards qui a dû lancer des expérimentations sur un serveur de calcul. Sauf que ce serveur de calcul-là était utilisé par un autre collègue qui essayait de faire des benchmarks pour un concours. Et donc, le fait qu'on utilise la machine en même temps, ça ralentit son temps d'exécution et du coup, il est devenu moins bon. Donc, du coup, on s'est un peu râlé dessus parce qu'on n'était pas au courant qu'eux, et voilà. Vous, quand vous utilisez votre ordinateur, il y a Windows, et puis qu'est-ce qu'il y a qui tourne derrière? On ne sait jamais vraiment. Il y a plein de trucs. Ah, il y a Skype qui tourne en arrière-plan, il y a Zoom qui est là, il y a plein de trucs. Et donc tout ça, ça va influencer le temps de calcul. Donc comparer uniquement le temps de calcul, ce n'est pas une bonne idée. Et puis pour vous, histoire de vous convaincre que ce n'est pas une bonne idée, c'est que si vous voulez comparer des méthodes de calcul, vous devriez à chaque fois les implémenter. Et ça, vous n'avez pas envie d'implémenter toutes les méthodes de calcul chaque fois que vous rencontrez un problème pour choisir la meilleure. Vous voulez un moyen sûr et certain pour savoir quelle sera la meilleure méthode. Voilà. Et on arrive donc du coup à l'évaluation de la complexité algorithmique. Alors, on va compter le nombre d'instructions élémentaires réalisées par la méthode, par l'algorithme. C'est ça, en fait, qui va être important. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une instruction élémentaire? C'est une opération arithmétique.
mais simples. Par exemple, une addition, une soustraction, une multiplication, division, modulo, partie entière, des choses qui sont codées directement. D'accord? Qui ne nécessitent pas d'algorithme pour retrouver le calcul. Les comparaisons de données, c'est pareil, c'est des instructions élémentaires si on compare des entiers, par exemple. La lecture et l'écriture dans un emplacement en mémoire, c'est pareil, c'est une instruction élémentaire. Et les instructions de contrôle, ok, ça peut aussi être une instruction élémentaire. Le fait d'appeler une fonction, qui elle-même va avoir des instructions élémentaires, mais le simple fait de l'appeler est considéré comme une instruction élémentaire. Donc, rappelez-vous Fibonacci récursif, là, le nombre d'instructions élémentaires, il aurait été exponentiel. Alors, pour comparer, pour dire que une comparaison de deux entiers est une instruction élémentaire, par contre, on doit absolument être certain que ces données sont représentées sur un nombre fixe en mémoire, une quantité fixe de mémoire. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des bibliothèques qui permettent de manipuler des entiers aussi grands qu'on veut. Le problème, c'est que plus le nombre est grand, plus le temps de traitement de chacun de ces nombres va être important. Parce que justement, les bibliothèques gèrent ce problème-là. Et donc on ne pourra plus dire que comparer deux entiers est une instruction élémentaire, parce que justement, ce seront des algorithmes qui vont le faire et non plus le processeur. Oui. Alors, l'appel en lui-même de l'instruction de la fonction, c'est une instruction élémentaire, mais l'exécution de cette fonction, après, c'est pas une instruction élémentaire. Donc quand j'appelle Fibonacci, le simple fait de l'appeler, c'est une instruction élémentaire, mais par contre, après, il y a tout le temps de calcul de cette fonction. Voilà. Alors, l'exponentiation, par exemple, la mise à une puissance, ça, c'est pas une opération élémentaire. Parce que la mise à la puissance, c'est un algorithme qui est mis en œuvre avec, justement, un certain nombre d'instructions élémentaires à l'intérieur. Ben oui, mais le plus simple, par exemple, tu prends 2, enfin non, allez, tu vas prendre 3 puissance 3, en fait, c'est 3 multiplications. C'est 3 fois 3 fois 3. Donc c'est 3 instructions élémentaires. Voilà, c'est pas une instruction élémentaire. Donc la mise à la puissance n'est pas une instruction élémentaire. Par exemple, la comparaison de 2 chaînes de caractères, ce n'est pas une instruction élémentaire non plus. Parce que quand on a 2 chaînes de caractères, est-ce que Delbo c'est égal à la chaîne de caractères François? Eh bien, il va falloir lancer un algorithme qui, lettre par lettre, va regarder. Et non, c'est pas la même chose. D'accord? Voilà, donc ça, en TD, on verra des exemples d'instructions élémentaires, d'instructions non élémentaires, mais généralement, la notion, elle est assez simple. C'est tous les trucs de base qui sont fournis par le langage, c'est des instructions élémentaires. Alors, on va essayer d'évaluer donc le nombre d'instructions élémentaires d'un algorithme, d'une méthode. Mais généralement, le nombre d'instructions élémentaires d'une méthode, c'est lié aux paramètres d'entrée. On l'a très bien vu avec la fonction Fibonacci. Le nombre d'appels récursifs, finalement, il est lié au paramètre n que j'ai donné. Donc si on met des petites valeurs, on aura peu d'appels de fonctions, donc on aura peu d'instructions élémentaires. Si je mets une grande valeur, on aura une explosion du nombre d'appels. Donc le nombre d'instructions élémentaires réalisées par la fonction Fibonacci récursive est lié au paramètre n que je vais fournir en entrée. De la même manière, quand on va utiliser un algorithme de tri, le temps d'exécution, enfin le nombre de comparaisons et d'échanges de variables, il va être lié à la taille du tableau. Il va être lié à n, la taille du tableau. Donc généralement, les algorithmes auxquels on va s'intéresser,
ils ont des paramètres qui vont influencer le temps d'exécution. Plus précisément, le nombre d'instructions élémentaires. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu des choses. Donc là, on n'a pas le temps de le faire là en cours magistral. Je vais juste vous montrer vite fait comment on pourrait remplir ce tableau. Donc ici, ce serait le paramètre n qui serait en entrée de votre fonction. D'accord? Et puis là, c'est le nombre d'instructions élémentaires réalisées par votre fonction. Et puis, on va considérer que vous allez lancer ça sur votre machine et vous allez me dire, grosso modo, combien de temps vous mettez à calculer. Donc, par exemple, quand vous avez 1000 comme valeur d'entrée et que vous effectuez un nombre d'instructions élémentaires qui est en log2 de n, eh bien, quel est le temps d'exécution? Et vous remplissez cette case. D'accord? Et votre objectif, c'est d'essayer de remplir le maximum de cases. Alors, comment faire ça? Quand on est en C, vous avez la bibliothèque time.h qui vous permet d'évaluer le temps d'exécution depuis le début du programme. D'accord? Et puis, vous avez une constante qui s'appelle clocks per sec qui vous donne le nombre de tics d'horloge depuis le début du programme. Donc, grâce à cette variable, à cette constante, pardon, et à l'appel à la fonction clock qui va vous donner le nombre de cycles d'horloge depuis le début d'exécution du programme, vous êtes capable d'évaluer le temps d'exécution depuis le début du programme. OK? Donc, grâce à ça, vous allez être capable de construire des programmes qui vont exécuter log2 de n instructions ou n carré instructions. Il suffit de faire des boucles, en fait. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir calculer le temps d'exécution et puis me dire, voilà, remplir le petit tableau. Alors ça, c'est vraiment un exercice que vous devriez tenter. Vous allez voir, c'est très instructif. Mais je vais un peu vous spoiler et je vais vous donner, moi, un exemple de tableau qui n'a que valeur d'exemple. Et après, je vous donne des exemples sur comment j'ai fait, etc. Vous regarderez les slides un petit peu après. On fera ça en TD. J'ai considéré... alors moi, je ne l'ai pas exécuté. D'accord? J'ai calculé, parce que je suis un gros tricheur. Et surtout que je ne voulais pas perdre mon temps. J'ai considéré que l'ordinateur sur lequel j'ai exécuté ces instructions pouvait réaliser 10 puissance 9 opérations à la seconde. C'est pas mal. Et du coup, eh ben voilà ce qu'on obtient. Alors, quand on a un nombre d'instructions qui est logarithmique en la taille des données, regardez, même avec 10 puissance 6 instructions, enfin, comme valeur d'entrée, si le nombre d'instructions élémentaires, il est logarithmique en ce nombre, eh ben, le temps d'exécution, ce sera des nanosecondes. Donc, pas grand-chose. Autant vous dire que quand vous avez un nombre d'instructions qui est logarithmique, on aime bien en informatique, parce que ça veut dire que ça va s'exécuter très rapidement. Maintenant, si au lieu que ce soit logarithmique, en la taille de l'entrée, si c'est linéaire, n, vous voyez déjà, on prend un peu plus de temps, mais franchement, même avec 10 puissance 6 en entrée, on est sur 1 milliseconde. Bon, on augmente comme ça, tac, 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 n au carré. Vous voyez que quand on fait du carré, tout de suite, 10 puissance 6, ça va vous faire 10 puissance 6 fois 10 puissance 6 instructions élémentaires. Et tout de suite, on arrive à 17 minutes. Mais ça, c'était pas le pire. N cube, passons à n cube. 1 milliseconde, 1 seconde, 17 secondes, 11 jours, 32 ans. Mais il y a pire. Il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, l'exponentielle. Alors déjà, 2 puissance n, avec rien que 10 au carré.
4 fois 10 puissance 13 années. Là, 10 puissance 292 années. Autant vous dire que jamais l'humanité ne verra le résultat de ce calcul-là. Et ce nombre-là, donc 10 au carré, hein, donc ça nous fait, comme c'est du 2 puissance n, ça nous fait 2 puissance 100. Pour que vous ayez une intuition, hein. Ce nombre-là, c'est un nombre qui est plus grand que le nombre de secondes qui nous sépare du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Alors, même si on va beaucoup plus vite, hein, qu'on ne fait pas une instruction par seconde, même si on en fait des milliards, quand même, c'est un nombre qui est extrêmement grand. D'accord? Voilà. Alors, le but de ce tableau-là, c'est... Regardez, en plus, j'ai triché, parce que je suis allé jusqu'au 2 puissance n. Mais si on regarde le tableau que je vous ai donné, il y a des choses qui sont plus grandes après. N factoriel. Factoriel n, c'est beaucoup plus grand que 2 puissance n. Parce qu'au début, on fait 2 fois 3 fois 4 fois 5. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, on augmente. Donc là, c'est un nombre qui est gigantesque. Et alors, n puissance n, on rigole. Hein, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est que vous vous rendiez compte des ordres de grandeur relatifs. Concrètement, il y a des choses faciles. Il y a des choses très dures, voire impossibles. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, est-ce que c'est le nombre d'instructions élémentaires exactes ou l'ordre de grandeur? Comme on l'a vu dans le tableau précédent, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on est sur du log de n ou est-ce qu'on est sur du n carré en nombre d'instructions? Parce qu'on voit que ça ne va pas se comporter du tout de la même manière. Et en fait, on se fiche de la vraie valeur des choses. Parce que si vous avez un nombre d'instructions qui est de l'ordre du logarithme, même si c'est 5 fois log de n, ok, vous mettrez 5 fois plus de temps, mais on sait que ça sera très très rapide. Si vous êtes sur du 2 puissance n, bah que ce soit 5 fois 10 puissance 292 ans, ou juste 10 fois 292 ans, c'est pareil, hein, parce que de toute façon, on ne le verra pas. Donc en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vraie valeur du nombre des instructions, c'est l'ordre de grandeur du nombre des instructions. Vous comprenez ?